Bonjour à tous, je m'appelle Tchungi Karine Ivan, je suis géologue minière et géomaticienne et aujourd'hui nous allons voir comment est-ce qu'on utilise le logiciel ArcMap. C'est juste une introduction ou une initiation et de façon pratique on verra trois principales compétences clés. La toute première, il s'agit d'apprendre à faire le géoréférencement. La deuxième des choses que nous verrons, c'est comment est-ce qu'on vectorise avec ArcMap. Et la troisième des choses que nous verrons ensemble, c'est comment est-ce que on fait une mise en page avec ArcMap. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par ouvrir le logiciel ArcMap de ArcGIS. ArcMap, voilà. Une fois ArcMap ouvert, j'ai accès à une interface qui me présente une première fenêtre en avant et l'espace de ArcMap principal en fond. Sur la fenêtre de devant, on peut tout simplement remarquer qu'il est question pour moi de choisir un projet existant si jamais j'ai besoin de partir de quelque chose qui avait déjà été fait. Ou alors je peux partir d'une page template, c'est-à-dire My Templates. My Templates, c'est là où je vais retrouver des cartes prémontées par le fabricant du logiciel. Et si jamais je désire les utiliser, je passerai donc par là. Mais comme nous sommes dans le cas de figure d'un nouveau projet, c'est-à-dire on va faire le géoréférencement, vectoriser notre propre carte, ensuite faire la mise en page et l'exporter. Ça veut dire que je pars d'une page vierge. Et pour partir d'une page vierge, il n'y a rien à faire de compliqué. Je vais tout simplement fermer cette fenêtre en cliquant sur la croix rouge ou alors je vais cliquer sur Cancel. Dans l'interface principale du logiciel que je vois, j'ai une petite moitié à ma gauche qui s'appelle Table of Content, que voici. Je peux le fermer par mégarde, ça peut arriver. Si par mégarde je le ferme, je peux tout simplement venir au niveau de Windows, du menu Windows, et je clique sur Table of Content pour pouvoir le faire apparaître. Alors il va me servir à visualiser tout ce qui existe comme fichier lisible par ArcMap que j'ai ouvert. Ça veut dire si j'ai ouvert un raster ou un vecteur, si j'ai ouvert par exemple un fichier Excel, je vais les voir apparaître dans le Table of Content. Alors, le grand vide blanc à ma droite, c'est celui-là qui va me permettre de voir le visuel des fichiers qui sont listés dans le Table of Content. Alors à ce stade, il est question quand même de souligner quelque chose de très important, c'est que ArcMap propose plusieurs méthodes de géoréférencement et celle que je recommande le plus, c'est celle qu'on va voir tout à l'heure et celle que je ne recommande pas forcément, mais qui n'est pas non plus une mauvaise chose, mais qui va juste nous donner un peu plus de clics à faire, un peu plus de travail. C'est la première méthode que je vous décris ainsi. Cette première méthode, elle consistera à faire quoi? Elle consiste à ouvrir directement le raster que je veux géoréférencer. Et le problème avec cette méthode, c'est que si j'ouvre directement le raster que je veux géoréférencer, il n'a pas encore de référence spatiale. Et ArcMap a pour particularité qu'il retient les références spatiales de la toute première personne que je vais afficher, c'est-à-dire du tout premier fichier que je vais afficher. Donc, si ce fichier n'a aucune référence spatiale, le grand espace blanc-ci n'aura aucune référence spatiale et cela va aller déstabiliser la grille de coordonnées que je vais vouloir générer au moment de la mise en page, mais ça va également déstabiliser l'échelle graphique parfois que je vais aller générer à la fin. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme si vous générez une grille de coordonnées dans le vide ou une échelle dans le vide qui ne s'accroche sur aucun système de coordonnées. Bon. Maintenant, si le tout premier fichier que j'ouvre dans ArcMap a des références spatiales, tant mieux, il n'y a pas de problème. Je pourrai enchaîner les étapes du géoréférencement sans souci, sans me casser la tête. Alors, si donc j'ai commis l'erreur d'ouvrir directement mon raster qui n'a aucune référence spatiale, ArcMap va retenir ça jusqu'à la fin. Et du coup, à un moment donné,
pendant que je suis en train de faire le géoréférencement, notamment lorsque j'aurai fini avec les 2 premières étapes, qu'on va détailler tout à l'heure dans la deuxième méthode que je vais enseigner, on sera obligé de repartir d'une page vierge pour que ArcMap ne se rappelle plus que le premier fichier que j'ai ouvert n'a aucune référence spatiale. Et lorsqu'on repartira de cette nouvelle page vierge, on sera obligé, avant d'ouvrir le résultat des premières étapes du géoréférencement, on sera obligé d'aller directement dans ArcToolbox pour aller chercher l'outil qui va me permettre d'attribuer au fichier les références spatiales, c'est-à-dire une ellipsoïde et, si besoin, une projection cartographique. Donc, on sera obligé d'aller achever le géoréférencement, en fait, avec la troisième et dernière étape, sans ouvrir le raster qui sort des 2 premières étapes du géoréférencement. Donc, repartir d'une page vierge. Donc, ça fait trop de clics, etc. Donc, c'est pour ça que cette première méthode, je ne vais pas forcément l'enseigner dans cette vidéo. Mais par contre, on va voir une deuxième étape, une deuxième méthode autant pour moi qui est plus simple, plus rapide et qui ne nécessite pas des clics intermédiaires inutiles. Pour pouvoir décrire la méthode que nous allons voir aujourd'hui, il reste quand même une étape préliminaire qui va me servir tout à l'heure. Cette étape préliminaire consiste pour moi à aller dans le dossier de travail où j'ai stocké le raster que je vais utiliser et à ouvrir ce raster pour l'explorer. L'explorer, pourquoi? Parce que vu que nous sommes en train de faire le géoréférencement, il faut savoir que on ne peut pas faire de géoréférencement s'il n'y a pas de grille de coordonnées du tout. On sera obligé, s'il n'y a pas de grille de coordonnées, de recourir à une autre des techniques de correction géométrique ou bien à une autre technique de référençage. Donc, pour savoir si mon image a une grille de coordonnées, je vais tout simplement devoir l'ouvrir un peu avant, l'explorer en zoomant. Donc là, je vais zoomer suffisamment pour pouvoir voir les coordonnées. Regardez si j'ai une grille de coordonnées, ce qui est le cas, tant mieux. J'ai une grille de coordonnées lorsque je me balade par exemple sur l'axe des Y, qui est l'axe des latitudes. Je me rends compte que sur l'axe des Y, ma carte va de 2 degrés 00 minutes à pratiquement, excusez-moi, à pratiquement, je pense on était à 3 degrés 00. Et en termes de longitude, je me rends compte que ma carte va, la longitude c'est les X, hein, l'axe des X, l'axe horizontal. Mes coordonnées vont de 9 degrés 40 minutes à pratiquement 11 degrés 00 que voici. Mais je constate également que, hormis cette grille de coordonnées en degrés, j'ai une autre grille de coordonnées secondaire qui, elle est en kilomètres, c'est-à-dire je vois des valeurs comme 620, je vois des valeurs comme 580, etc. Donc, ça me permet de connaître quand même quels sont mes ordres de valeurs aussi en X, Y, et donc aussi si j'ai une autre grille de coordonnées qui apparaît. Si c'est le cas, je vais tout simplement devoir choisir quelle est la grille de coordonnées avec laquelle je vais évoluer. Et dès que je l'ai choisie, c'est elle que je vais aller utiliser tout à l'heure. Donc vous voyez, en termes de X longitude, pour ce qui est de la deuxième grille de coordonnées, qui je rappelle est en kilomètres pour le cas de cette carte, on s'arrête à pratiquement plus de 720. Parce que si je dis 720, c'est 720 ici, mais la grille continue jusqu'ici. Sauf que jusqu'ici, on n'a pas la valeur. Et si on ne veut pas perdre du temps à prendre une règle pour mesurer par rapport à l'échelle, etc., on a juste qu'à cibler le tic. Le tic, c'est des points de coïncidence entre une longitude et une latitude. Pardon, une longitude, oui, et une latitude. C'est-à-dire, si je prends par exemple 720 contre 330, je me rends compte que j'ai une petite croix ici, là. Voilà. J'ai une petite croix à l'intérieur du petit cercle que je dessine avec mon curseur. Donc, j'ai une croix ici. Alors, c'est le point de rencontre. On appelle ça tic. Donc, ces petites croix qu'on va rencontrer sur des cartes, ce sont des tics. Alors, ces tics sont très importants pour permettre aux uns aux autres de pouvoir faire des géoréférencements
et autres types de corrections géométriques en tout genre. Du coup, il est fortement recommandé, lorsqu'on fait les mises en page, de mettre des tics ou à défaut des tics, si nécessaire, des grilles de coordonnées, c'est-à-dire de cadrer carrément, si nécessaire, toute la carte avec de vraies lignes entières et non pas des petites croix. Donc ça dépend. Mais dans tous les cas, il faut mettre des points de coïncidence entre les longitudes et les latitudes pour faciliter aussi la lecture des cartes. Donc une fois que j'ai exploré ma carte pour voir ce que j'ai comme grille de coordonnées, je vais choisir dans ma tête, par exemple, la grille de coordonnées avec laquelle je veux travailler. Je vous propose que dans le cadre de cette vidéo, que nous travaillions avec une grille de coordonnées en degrés. Pourquoi le degré? Parce que le degré a une complexité particulière qu'on n'a pas forcément, qu'on n'a pas du tout avec la grille de coordonnées en kilomètres. Ok. Quelle est cette particularité donc? C'est que aucun logiciel au monde ne va facilement pouvoir vous interpréter, du moins au moment de faire les corrections géométriques, mais après il n'y a pas de problème. Donc, pour tout ce qui concerne les étapes des corrections géométriques au référençage, et dans le cas d'espèce de notre cours, le géoréférencement, aucun logiciel au monde, dans cette étape-là, ne peut vous interpréter le rond du degré, l'apostrophe de minute et le double apostrophe de seconde, au cas où il y a des secondes aussi sur notre carte par exemple. Donc du coup, on est toujours obligé de convertir ces coordonnées degrés en degrés décimaux. C'est très important. Et pour le faire, je vais tout simplement devoir diviser les secondes par 3600 secondes et les minutes par 60 minutes. Et à chaque fois, je vais additionner le résultat dans le sens de conversion qui est affiché sur l'écran, c'est-à-dire je vais des secondes vers les minutes et ensuite vers les degrés. Donc je vais additionner les résultats progressivement en allant vers la gauche et à la fin j'aurai donc une valeur finale qui correspond à ma valeur en degrés décimaux. Donc là j'ai pris le cas par exemple d'une valeur en degrés minutes secondes qui était 3 degrés 25 minutes 30 secondes que je convertis donc en degrés décimaux. Une fois fait, je peux donc maintenant revenir sur le logiciel ArcMap pour commencer mes manipulations. Donc je vais attribuer à mon frame des références spatiales en entrant dans les propriétés de Layers, soit en double-cliquant sur lui, soit en faisant un clic droit sur Layers, puis en allant cliquer sur Properties. On arrive exactement au même endroit. Alors, lorsque j'entre dans les propriétés de Layers, j'ai accès à une fenêtre comme celle-ci, généralement sous l'onglet Général. C'est vrai que tout à l'heure, j'étais sous l'onglet Coordonnées Système, mais bon, on va y arriver. Généralement, on atterrit donc sur l'onglet Général. Et sous l'onglet Général, tout ce que j'ai à faire, ou du moins dans la fenêtre qui apparaît, tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller cliquer sur Coordinate System. Dans Coordinate System, je vais choisir le système de coordonnées qui correspond à la grille de coordonnées avec laquelle j'ai choisi de travailler. Et souvenez-vous, au début de la vidéo, j'ai précisé que dans le cadre de cette vidéo, de notre cours vidéo-ci, je vais travailler uniquement avec une grille de coordonnées, la grille de coordonnées qui est en degrés, minutes, secondes, qu'on a converti en degrés décimaux. Et pour cela, ça veut dire que je suis dans un système de coordonnées géographique. Donc, je vais dans Geographic Coordinate System. Dans Geographic Coordinate System, je vais dans Word. Dans Word, je vais choisir le WGS84. On a vu, lorsqu'on voyait le cours sur les systèmes de coordonnées, tout ce qui est notion de géodésie, on a vu pourquoi est-ce que, du moins au niveau du Cameroun et de beaucoup de pays dans le monde, le WGS 1984 ou WGS 84 était approprié. C'est le plus universel et il est donc très utile lorsque le pays en question ne dispose pas de son propre ellipsoïde pour travailler. Donc, on va choisir le WGS 1984. À titre indicatif, si on avait choisi
de travailler par exemple avec la grille de coordonnées UTM, c'est-à-dire la grille de coordonnées qui était en kilomètres. En ce moment, on sait que tout ce qui est kilomètres, mètres, pieds, pouces, yard et compagnie, c'est le système de coordonnées projeté. Donc j'allais entrer dans Projected Coordinate System. Là-dedans, j'allais aller choisir UTM. Pour ce qui est du cas du Cameroun, en tout cas, j'allais aller choisir UTM, qui est une projection appropriée pour le Cameroun. Il n'y a pas que celle-là aussi, mais bon. Donc, dans UTM, j'allais entrer dans WGS 1984 encore, sachant que le Cameroun est donc dans l'hémisphère nord, j'allais entrer dans Northern Hémisphère, et là-dedans, j'allais aller choisir UTM W 1984, UTM 32 ou 33 en fonction de là où se trouve ma zone d'étude. Kribi se trouve dans la zone 32. La feuille cartographique que nous utilisons dans ce cours est située dans la zone 32 du Cameroun. Je rappelle que le Cameroun s'étale entre le fuseau 32 et le fuseau 33. On parle bien de fuseau géodésique et non pas de fuseau horaire. Donc, c'est bien des fuseaux géodésiques. Donc, on est entre le 32 nord et le 33 nord. Donc, j'allais prendre le 32 pour le cas d'espèce. Mais comme on a choisi de travailler avec le système de coordonnées géographiques, c'est-à-dire des unités en degrés, ben, je vais tout simplement venir choisir mon WGS 1984. Donc, je vais cliquer sur Appliquer, OK. Et rien que cette petite manipulation va me régler le problème que j'ai décrit en début de la vidéo si on utilisait la première méthode sur laquelle j'ai vaguement donné d'explications. Alors, à ce stade, grâce à cette manipulation, je vais pouvoir faire le géoréférencement et enchaîner directement avec la vectorisation et la mise en page sans repartir d'une page vierge au risque d'avoir des grilles de coordonnées instables, etc. Donc, alors, je vais dans Add Data. Dans Add Data, si il peut arriver, lorsque vous venez d'installer ArcMap, il peut arriver que vous n'ayez pas accès à tous vos répertoires comme c'est le cas chez moi. C'est-à-dire que vous retrouverez dans un espace comme peut-être celui-ci. Si jamais ça arrive, vous ne paniquez pas, et que vous déroulez ici, vous ne voyez pas les répertoires de votre ordinateur, vous ne paniquez pas, vous n'aurez qu'à venir tout simplement ici sur Connect to Folder. Connect to Folder va vous permettre d'accéder à tous les espaces possibles de votre ordinateur. Et moi, par exemple, qui ai rangé mon dossier de travail où j'ai mis le raster et tout ce qu'on va faire comme projet, je l'ai mis dans mon disque, je pense, D, GISData. Donc, je n'ai qu'à dérouler ce PC chez moi. Je navigue jusqu'au répertoire où je sais que j'ai rangé mon raster que je vais utiliser. Chez moi, il est dans GISData. Dans GISData, je l'ai mis dans, je crois, tutoriel. Je clique sur tutoriel, puis je clique sur OK, et puis c'est bon. Alors, je me retrouve donc dans mon dossier de travail que j'ai créé parce qu'il faut le rappeler, il est hyper important de créer un dossier de travail avant de commencer toute manipulation dans un logiciel de géomatique. J'insiste bien, je parle bien de tous les logiciels de géomatique, que ce soit un projet de SIG, de télédétection, de photogrammétrie, je sais pas moi, de cartographie assistée par ordinateur, ou de dessin assisté par ordinateur, ou de web mapping, peu importe, je dois toujours créer un dossier de travail. Parce que en géomatique, dans 99% des cas, le simple fait d'ouvrir même un fichier pour le visualiser dans un logiciel de géomatique, ça me crée des sous-fichiers secondaires qui sont utiles. Et si je perds un de ces sous-fichiers, les dégâts peuvent être de très basiques à super hyper graves au point de corrompre mon fichier principal. Donc pour éviter tout ce genre de choses, il vaut mieux créer dès le départ un dossier de travail. Raison pour laquelle avant d'arriver à ce niveau, j'ai pris soin de créer un dossier que j'ai appelé tutoriel et où j'ai mis mon raster qu'on va utiliser tout de suite. Donc une fois que je suis à ce niveau, je ne commets surtout pas l'erreur de double-cliquer comme je viens de le faire sur le raster que je veux ouvrir.
Pourquoi? Parce que il va, si je le fais, il va plutôt chercher à me faire visualiser des images qui correspondent à l'une des bandes rouge, vert ou bleu, c'est-à-dire bande 1, bande 2, bande 3. C'est le rouge, le vert et le bleu. Pourquoi rouge, vert et bleu? Tout simplement parce que en matière de couleurs, il y a des scientifiques qui ont pu établir, des chercheurs de l'époque qui ont pu établir que la majorité des couleurs que nous pouvons rencontrer dans notre quotidien sont synthétisées à partir de trois couleurs primaires que sont le rouge, le vert et le bleu, donc à tel point que, mais en des proportions différentes, à tel point donc que le rouge, le vert et le bleu a été défini comme un système couleur parmi d'autres à côté, par exemple du TSI pour teinte, saturation, intensité ou teinte, saturation, luminance pour TSL, qui sont d'autres systèmes couleurs. Mais le plus populaire, c'est le RVB en français ou RGB en anglais, c'est-à-dire Red, Green and Blue. Ok, donc je ne double-clique surtout pas parce que ça va me faire ouvrir l'une de ces bandes. Et l'une de ces bandes, si j'ouvre une seule de ces bandes à la fois, ou bien même si je les sélectionne toutes les trois comme ceci pour les ouvrir, je n'aurai pas l'image telle que je la connais en couleur. Donc, or, si je veux vraiment afficher mon image comme il faut, je vais juste revenir. Si j'ai double-cliqué par méga, je reviens tout simplement au niveau de Up One Level, comme ceci, pour pouvoir revenir un peu en arrière. Et je sélectionne tout simplement mon fichier raster, qui, vous l'aurez remarqué, tout fichier raster a une icône comme celle que vous pouvez voir, une espèce de grille grise à côté du nom du fichier. C'est ça qui me rassure que c'est bel et bien un raster. Donc je le sélectionne une fois et je clique sur Add. Si on a été attentif, il y a eu un petit chargement ici en bas. Ce chargement, il est normal. C'est le temps qu'il a pris pour lire le fichier rapidement. Et tout de suite après, j'ai une fenêtre qui s'affiche qui s'appelle un Non-Spatial Reference. Alors, un Non-Spatial Reference, en gros, cette fenêtre est là juste pour m'expliquer que mon fichier n'a jamais reçu de référence spatiale. C'est-à-dire, il n'a jamais été référencé ou alors il n'a jamais subi de correction géométrique. Je rappelle que le géoréférencement n'est qu'une des 4 principales techniques de correction géométrique que je ne vais pas rappeler ici dans cette vidéo. Du coup, il est extrêmement inapproprié dans la géométrie de dire à tort et à travers géoréférencement. Non, le géoréférencement, ça s'utilise dans des cas particuliers. De la même façon que si on cite les autres techniques de correction géométrique ou de référençage, chacune de ces techniques s'utilise aussi dans des cas particuliers. Mais nous, aujourd'hui, on va voir le géoréférencement, qui est une technique de correction géométrique ou de référençage qui consiste à attribuer à des pixels des coordonnées dont on a les valeurs, tout simplement. Alors, cette fenêtre, dès que je la vois apparaître, c'est ce qu'elle veut dire. Donc, je clique tout simplement sur OK, ou bien je peux cliquer sur la croix du haut qui était un peu plus haut pour refermer cette fenêtre. C'est juste un rappel. On n'a pas eu ce cas-là ici, mais il faut savoir que dans certains cas, juste après la fenêtre relative aux références spatiales, on a parfois une autre fenêtre qui apparaît et qui parle de pyramide, de construction de pyramide ou d'absence de pyramide. Mais dans tous les cas, vous verrez le mot pyramide dans cette fenêtre. Si jamais vous tombez sur cette fenêtre-là, validez tout simplement la construction de la pyramide en cliquant sur OK ou Yes. Et qu'est-ce que c'est qu'une pyramide? C'est d'où sort le problème de pyramide. Il se trouve que chaque raster a une résolution qui lui est propre. L'écran de chacun de nos ordinateurs également, de même que les écrans de nos téléviseurs et autres, ont des résolutions qui leur sont également propres. Le logiciel, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de trouver le compromis entre les deux résolutions qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est-à-dire entre la résolution de l'image qui est à part et singulière et la résolution de votre écran d'ordinateur qui est également à part, et pour que l'affichage de votre raster soit au mieux possible par rapport à l'écran que vous avez, par rapport à votre écran d'ordinateur. Donc la pyramide
c'est juste cette opération qui va me permettre de gérer cette différence-là pour avoir un meilleur affichage possible. Donc, ça veut dire que chaque fois que vous verrez dans un logiciel de géomatique euh, une fenêtre qui vous demande de créer une pyramide ou qui vous dit qu'il n'y en a pas et qu'il va en créer une, acceptez tout simplement la création de la pyramide, quitte à ce que l'opération échoue. Ça arrive dans de rares cas, mais ça peut arriver pour des petits bugs et autres que l'opération échoue. Et dans tous les cas, même si l'opération de pyramide échoue, il n'y a pas de problème, n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que votre image ne va pas être visible du tout, ou bien que vous allez pouvoir voir des défauts géométriques dessus ou d'autres petits bobos dessus. Non, il n'y a pas de problème. C'est généralement des petits défauts, pas toujours visibles, pratiquement jamais visibles à l'œil nu, mais validez quand même quitte à ce que ça échoue. La première étape donc concrète de mon géoréférencement va consister à introduire des amers qu'on appelle encore points de calage ou points de contrôle. En anglais, on dit ground control point, ou encore vous allez parfois voir l'expression GCP, comme vous voyez à l'écran, GCP qui est l'abréviation de ground control point. Donc, c'est vrai que chez nous, c'est le petit 2, mais en fait, c'est la première vraie étape du géoréférencement au sens vraiment très pratique du terme. Donc, dans ArcMap, qu'est-ce qui se passe? Je vais devoir aller, premièrement, appeler une barre d'outils qu'on appelle géoreferencing. La voici ici. Donc, au cas où elle n'existe pas chez vous, vous venez tout simplement dans Customize, Toolbar, et vous allez choisir la barre d'outils géoreferencing. Une fois que vous avez choisi cette barre d'outils, vous la fixez vraiment là où vous voulez dans l'espace réservé à vos outils avant de commencer à l'utiliser. Et à ce stade-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer donc à pouvoir entrer les amers en utilisant le bouton Add Control Points. Et pour le faire, il faut zoomer suffisamment bien. Quand je dis bien, c'est vraiment à l'échelle du pixel sur le raster. Et notamment sur les différents points de rencontre entre une longitude et une latitude qu'on aura ciblé. Donc, dans ma grille des coordonnées, je vais zoomer par exemple sur le tout premier point que je choisis. C'est celui entre 9 degrés 40 minutes et 3 degrés 00 minutes. Donc, quand je regarde, leur point de rencontre, ce n'est pas le tic-ci. Et là, il faut faire très attention. Ce n'est pas ce tic-ci, puisque ce tic, lui, il coïncide il tombe sur la coïncidence entre 580 km et 330 km. Donc, il ne faut surtout pas s'embrouiller à ce niveau, sinon, ça va complètement décaler votre carte par rapport à sa position réelle dans la vie de tous les jours. Et ça va vous truquer même vos interprétations, etc. Donc, je vais suffisamment zoomer comme ceci, de façon à voir les pixels. Pourquoi? Parce qu'il faut que je sois au cœur du point de rencontre entre une longitude et une latitude pour pouvoir vraiment marquer ce point-là avec un amer. Et dans ArcMap, le sens préférentiel qui dérange le moins souvent, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Donc, lorsqu'on veut introduire des amers dans ArcMap, il est très fortement conseillé de le faire en respectant le sens des aiguilles d'une montre. Peu importe le point par lequel vous allez commencer, je pouvais décider, par exemple, de commencer par un point plus bas ici, ou bien plutôt par cet autre point là, ou bien par celui-ci. Mais le plus important, c'est que une fois que j'ai choisi un point, que j'aille dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est très important. J'aurai le moins de risques possible de bobos, du genre la carte entre dans le plan, c'est-à-dire que là vous la voyez en 2D de face, mais parfois vous faites une mauvaise manip, ça entre dans le plan, ou bien ça rote un peu mal, c'est sujet à des rotations inexpliquées, etc. Donc pour éviter ça, vraiment respecter le sens des aiguilles d'une montre. Autre chose dont il faut tenir compte lorsqu'on veut introduire un amer, c'est que les amers doivent être le plus espacés possible entre elles. Et c'est très important parce que ça améliore la qualité du géoréférencement. L'autre élément que je veux mettre en évidence ici, que je voudrais que vous notiez absolument, c'est que
lorsqu'on introduit des amers, il faut éviter de se retrouver avec 3 amers sur une même ligne. Et de toute façon, ce qui est bien avec ce logiciel ArcMap, il est tellement bien conçu et tellement intelligent, sans publicité bien sûr, que lorsque vous commettez l'erreur de mettre, de placer un 3e amer qui va par hasard tomber sur la même ligne que 2 autres, le logiciel va vous le signaler par un message d'erreur et vous pourrez vous raviser très facilement. Donc voilà les petites consignes qu'il faut respecter au moment où on introduit les amers. Donc on va passer notre temps à zoomer donc sur les points cibles, les points de coordonnées cibles, et à dézoomer pour à chaque fois passer au prochain point. Et pour zoomer, dézoomer, vous avez des outils comme la loupe. La loupe, je peux zoomer en appuyant comme ceci, en faisant des petits pas comme ceci, comme ceci, comme ceci, ce qui va me perdre beaucoup de temps. Tout comme je peux faire ce qu'on appelle un drag, c'est-à-dire je prends mon curseur, je maintiens le bouton pendant que je clique, je maintiens, et ça me permet de me balader avec le curseur pour draguer, pour zoomer uniquement sur la petite portion qui m'intéresse. Vous voyez un peu comme je le fais. C'est plus rapide et ça m'évite de faire des petits clics un peu comme je suis en train de faire là, des tout petits clics qui vont me perdre du temps et ça va prendre une éternité pour arriver au niveau de zoom que je veux. Vous voyez, c'est pénible. Alors qu'en draguant, vraiment, je me retrouve exactement au niveau de zoom que je veux et à la position que je veux. Alors, je peux le faire également avec la loupe moins, zoom out. J'ai la main qui va me permettre de porter ma carte et de me balader dans l'espace du frame. J'ai cette boule du monde bleu qu'on appelle Full Extend qui va me permettre de dézoomer complètement de façon à ce que dans le frame, qu'on voit tous les fichiers qui sont ouverts en même temps dans mon frame. Donc ça veut dire que si j'ai un raster qui tombait peut-être en France et que j'ai en même temps celui de Kribi, déjà peut-être je référencé, ça va tellement dézoomer que ça va me permettre de les mettre en même temps sur le même frame. Sauf que vu la distance entre par exemple Kribi qui est au Cameroun et la France, ce sera tellement petit que je ne verrai même plus à vue d'œil ni la France, ni Kribi qui est au Cameroun, et j'aurai l'impression que mon frame est vide, alors que les 2 points sont exactement dans le même frame et visibles en même temps, sauf que comme il y a la distance est trop grande entre eux et que c'est des territoires quand même qui ont des superficies aussi un genre, ce sera donc tellement petit qu'à vue d'œil, mes yeux ne pourront pas les voir, mais pourtant ils seront là. Si j'ai la chance que plutôt il s'agit de 2 points, de 2 villes qui sont proches, peut-être si j'ai pris Kribi et Douala, et que je clique sur le Full Extend ici, il va dézoomer suffisamment pour me mettre Kribi et Douala dans le même frame, mais au moins comme ils sont très proches, visuellement je pourrais voir à la fois la carte qui tombe du côté de Kribi et celle qui tombe du côté de Douala. Donc c'est à ça que c'est le Full Extend, il me dézoome complètement. Le fixe zoom in et le fixe zoom out, ils me permettent de zoomer au centre du frame. Ça veut dire que si par exemple, le centre de mon frame, c'est à peu près, cette partie-ci. En cliquant dessus, vous voyez, ça ne zoome que sur ce qui était au centre, petit à petit, progressivement. Évidemment, j'ai également son contraire qui me permet de dézoomer par rapport au centre de l'écran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple au centre de mon écran, c'est plutôt ma carte ici, je pense que le centre tombe à peu près sur cette partie. En zoomant avec ça, vous voyez, j'ai plutôt autre chose. C'est-à-dire, bref, il va me permettre ces 2 outils vont me permettre de zoomer et de dézoomer par rapport au centre du frame. Si je veux revenir à une vue précédente, j'ai ce Go Back to Preview Extend. Et si je veux revenir à la vue suivante, j'ai plutôt Go to Next Extend. Voilà, donc voilà quelques outils qui vont nous servir pour l'instant. J'ai l'outil Select Éléments qui pour l'instant ne va nous servir à rien. Donc on va travailler avec ces principaux outils qui sont toujours visibles, même si on vient d'installer ArcMap pour la première fois dans son ordinateur, cette barre d'outils est toujours active.
Par contre, celle qui va nous permettre de faire le géoréférencement, c'est la barre d'outils Georeferencing. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par le tout premier amer qui coïncide entre 9 degrés 40 minutes et 3 degrés. Donc, dès que j'ai suffisamment zoomé, je prends Add Control Point de la barre Georeferencing, de la barre d'outils Georeferencing, et je viens me placer sur ma carte et je vais essayer de localiser quel est le centre de ce point de rencontre entre mes deux coordonnées de tout à l'heure. Donc, je vais essayer. Et là, malheureusement, il n'y a pas de règle. Il faut peut-être essayer de jouer autre sur les tons de couleur. Là où c'est plus foncé, là, on est sûr que c'est là où les deux points se rencontrent. C'est-à-dire là, on a une des colonnes verticales plus foncées et des colonnes horizontales plus foncées. On est sûr que bon, c'est à peu près là. Donc, vraiment, il n'y a pas une autre règle plus compliquée que ça. Mais là, ça va être donc vraiment au visuel, quoi. Donc, je dirais par exemple, en regardant cette carte, que le point de rencontre entre les deux, pourquoi pas, je pourrais dire par exemple que ça tombe ici. Je me base sur les tons de couleur des deux-ci, plus bas. C'est vrai qu'ici c'est un peu un genre parce qu'on a cette couleur qui n'est pas très loin de celle-ci. Mais bon, je peux me dire que les deux-ci, sur le plan vertical, ce sont ces deux colonnes de pixels. Et sur le plan horizontal, je dirais que ce sont ces trois colonnes, ces trois lignes de pixels-ci. Donc, si je fais la coïncidence, on pourrait être par exemple ici. Ça, c'est peut-être mon avis. Mais tout le monde n'aura peut-être pas la même position, mais on verra ça au niveau des marges d'erreur. Donc, je vais choisir de mettre mon point peut-être là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place bien au centre de coïncidence de mes trois lignes et de mes deux colonnes que j'ai choisies, que j'estime que c'est vraiment elles qui matérialisent au mieux le centre. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un clic normal sur l'endroit que j'ai ciblé et sans bouger mon curseur, j'insiste bien dessus, sans bouger mon curseur, après avoir fait un clic normal, je fais un clic droit. Lorsque je fais un clic droit, j'ai le choix. Soit je clique sur Input X, X and Y, c'est-à-dire X et Y, soit alors Input DMS of Long and Lat. Je vais peut-être commencer pour vous faciliter la tâche sur le input. Dans tous les cas, on va arriver au même résultat. Hein, mais je vais commencer exprès par Input DMS of Long and Lat. Mais pour les prochains points, on va travailler avec la première option. Donc, dans Input DMS of Long and Lat, vous remarquerez, je pense que je l'ai expliqué en début de vidéo, vous remarquerez que, comme je le disais tantôt, aucun logiciel au monde, pendant qu'il est en train de faire tout ce qui concerne le géoréférencement, c'est-à-dire les corrections géométriques, le référençage ou référençage, aucun logiciel au monde ne sait gérer le rond du degré, l'apostrophe de minute et le double apostrophe de seconde. Du coup, pour contourner ces caractères spéciaux qu'il a du mal à interpréter, qu'ils ont du mal à interpréter ces logiciels de géomatique là, il vous propose des alternatives comme celle-ci où il vous organise, des valeurs en colonne. Ces paramètres-là, ces caractères spéciaux, ils vont vous les réorganiser en colonne. Donc, le degré devient une colonne, minute une autre colonne, seconde une colonne. On va mettre dans nos valeurs-là. Donc, je pense qu'en termes de X, notre premier point, notre premier amer, il a 9 degrés contre 40 minutes et 0 secondes de longitude est et non pas ouest. Pourquoi? Parce qu'on est après le méridien de Greenwich. Je ne reviens pas sur le cours des notions de base de géodésie. Donc, ceux qui ont fait cours de géodésie avec moi, sur ces bases-là, ils savent que après Greenwich, on a des valeurs positives. Donc, du coup, on est à l'est de Greenwich. Du coup, on va laisser eux là. En termes de latitude, on avait 3 degrés et il me semble 0 secondes
pardon, 0 minutes et 0 secondes. Et on est dans l'hémisphère nord. Du coup, je coche plutôt nord et non pas est qui correspond à sud. Je vais valider cela et je constate que ma carte a plus ou moins bougé. Je ne suis plus à l'endroit où j'ai placé mes points tout à l'heure. Et c'est tout à fait normal parce qu'au fur et à mesure qu'on va entrer les coordonnées, ma carte va bouger. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on entre les coordonnées, le raster se rapproche, commence à se rapprocher au fur et à mesure progressivement vers sa position réelle dans la vie courante. C'est-à-dire que on a à Kribi, il faudrait donc que ma carte de Kribi qui au départ était dans une zone avec des coordonnées arbitraires. Je rappelle qu'au bas de l'écran ici, là c'est marqué decimal degrees, il y a des valeurs un peu bizarres. Donc ces valeurs bizarres là, c'est parce qu'on était encore dans un espace inconnu, peut-être même sur la planète Mars, on n'en sait rien, quelque part dans l'univers, j'en sais rien, mais on n'était toujours pas dans la position de Kribi même. Et du coup, au fur et à mesure qu'on va entrer les coordonnées, la carte de Kribi va se déplacer progressivement pour aller se ranger dans ses coordonnées réelles. Donc c'est pour ça que ça disparaît et c'est donc tout à fait normal. Donc quand cela arrive, je ne panique pas, je clique sur Full Extend pour pouvoir avoir accès à toute la carte dans sa nouvelle position par rapport au premier point et je vais pouvoir passer donc à la suite. Sauf que, comme je disais, on est passé par la deuxième méthode qui me permet de contourner le zéro, le rond du degré, le minute l'apostrophe de minute et le double apostrophe de seconde. Mais c'est pas forcément la meilleure des choses parce que parfois il y a des petits bugs dus à notre machine ou bien à d'autres paramètres informatiques qu'on ne maîtrise pas. Et ces bugs-là, parfois, ils ont pour conséquence que malgré que j'ai entré des valeurs particulières, au moment où il va enregistrer ses coordonnées dans ArcMap, ces coordonnées vont se mettre non seulement en degrés décimaux, ça c'est même d'abord obligatoire, il mettra toujours ces valeurs en degrés décimaux, mais en les mettant en degrés décimaux, à cause des petits bugs informatiques par-ci par-là, parfois il arrive que la conversion ne soit pas juste. Donc, ainsi par exemple, si je prends 9 degrés 40 minutes, normalement ça me fait 9,67 ou 66,66666 à l'infini degrés décimaux. Mais lorsque je vais aller checker tout à l'heure, là on va entrer tout à l'heure, je vais me rendre compte qu'au lieu de 9, disons même 67, au lieu de 6 à l'infini, il me met peut-être 9,75 degrés décimaux. C'est des bugs qui arrivent parce qu'il a mal converti en degrés décimaux. Donc pour éviter ça, mieux vaut je convertis moi-même. Et c'est pour ça que tout à l'heure, pour les 3 autres points qu'on va mettre, les 3 autres amers qu'on va mettre, parce que dans le jeu référencement, pour une simple carte comme celle-ci, on a besoin au final que de minimum 4 points. Minimum 4 points et on peut aller à plus, mais 4 points, généralement, c'est largement suffisant pour un simple raster comme celui-ci. Donc, pour m'éviter donc de me retrouver dans des problèmes où il a mis peut-être 9,75 au lieu de 9,66 et puis je me retrouve avec ma carte qui commence à se déformer n'importe comment, je ne sais pas d'où sort le problème. Mieux vaut je convertis moi-même pour être sûr que les valeurs qu'il va entrer correspondent à la vérité. Et c'est pour ça qu'avant de passer au prochain point, je vais devoir, avant de passer à chaque prochain point, je vais devoir tout le temps venir dans la barre d'outils de Jove Referencing, mais cliquez sur le bouton qu'on appelle View Link Table. View Link Table, le voici. Je peux l'agrandir si besoin. Dans View Link Table, je me rends compte que au niveau de la fenêtre, il m'a mis une première ligne. Bon, déjà, il y a les en-têtes. Hein. En fait, il m'a fait un tableau dans lequel il va m'enregistrer tous les amers que j'entre au fur et à mesure que j'évolue. Donc, là, pour l'instant, il me met le premier amer-ci sur une ligne. C'est l'amer que je viens d'entrer. Et je me rends compte qu'au niveau de Xmap et YMap, il m'a mis exactement les valeurs converties. Pourtant, tout à l'heure, je les ai entrées en degrés, minutes, secondes. Mais vous voyez, lui-même, il a converti d'office en degrés décimaux. Pourquoi? Parce que, comme je disais tantôt,
aucun de ces logiciels ne sait, à cette étape-ci, interpréter le rond du degré, l'apostrophe de minute et le double apostrophe de seconde. Donc même en jonglant, comme on a fait tout à l'heure, il me convertit toujours tout ça en degrés décimaux. Du coup, il ne me sert absolument à rien de ne pas moi-même convertir dans un brouillon papier à côté mes valeurs. Parce que s'il se trompe dans la conversion à cause d'un bug informatique banal, ça peut arriver à tout le monde, je vais me retrouver avec des erreurs, je ne saurais pas d'où vient le problème pour le corriger et avancer. Et je peux buter dessus pendant des heures. Donc, voilà, il faut toujours donc venir ici vérifier ces valeurs dans Xmap et Ymap, qu'elles correspondent strictement aux valeurs que moi, je veux entrer. Ne jamais toucher à X source et Y source. X source et Y source sont les coordonnées où était ce même point avant de se déplacer pour progresser vers ses coordonnées réelles. Si je change ça, si je change le X source et le Y source, ça va tout déformer. Mais alors, tout déformé, je vais gâter mon géoréférencement. Donc, on ne les touche jamais. Les seuls qu'on peut toucher en cas d'erreur, c'est le Xmap et le Ymap. Vous voyez, je peux écrire tout ce que je veux comme valeur à l'intérieur. Vraiment tout ce que je veux dans Xmap et Ymap. Le résidual map n'est pas modifiable. Tout ce qui est résidual X, autant pour moi, et Y et résidual tout court, ne sont pas modifiables du tout. Il n'y a que les X sources et les X map, y compris Y source, Y map. Mais on va toucher uniquement les maps en cas de besoin. Alors, je peux donc aisément passer au deuxième amer et je vais recommencer exactement la même procédure. Ici, on est déjà à 11 degrés de longitude contre 3. Je vais encore suffisamment zoomer. Et dès que je vais suffisamment zoomer, je vais essayer de détecter où se trouve le point de rencontre entre 11 degrés et 3 degrés. C'est encore une autre gymnastique. Je peux par exemple me dire que ça tombe ici. Et une fois que j'ai ciblé mon point de rencontre, le centre de mon point de rencontre, comme tout à l'heure, je fais un clic d'abord normal sur ce point. Ensuite, je fais un clic droit sur place sans bouger mon curseur. C'est très important. Je ne bouge pas mon curseur avant de faire un clic droit. Une fois que je l'ai fait, cette fois-ci, je vous propose qu'on aille plus dans Input DMS Offline and Lat. On va aller maintenant plutôt dans Input X and Y. Ici, je vais directement mettre les valeurs comme moi-même j'ai converti au brouillon. C'est plus simple. Et heureusement, là, on est dans un cas de figure où 11 degrés, 3 degrés, il n'y a pas de conversion à faire en degrés décimaux. C'est déjà 11 et 3. Puisque, souvenez-vous, dans la formule de calcul que j'ai donnée tout à l'heure, la formule de conversion, les degrés ne souffraient de rien. C'était les minutes et les secondes qu'il fallait diviser par des constantes déjà connues. Donc, je vais mettre ici 11 degrés. Et de l'autre côté, en bas, je vais mettre 3 degrés. Et c'est suffisant, c'est déjà en degrés décimaux. Voilà. La carte disparaît une fois de plus. Je ne panique pas, c'est normal. Je clique encore sur Full Extend. Je passe au troisième point. Et là, je suis à 11 contre 2. Je zoome encore suffisamment. Je prends encore mon amer. Mon Add Control pour autant pour moi. J'essaie de cibler encore où se trouve le point de rencontre. Je me dis que peut-être ici quelque part. Et là, ça va être toujours assez subjectif. Mais parfois, vous pouvez avoir la chance que votre carte est assez nette. C'est-à-dire, elle a été tellement bien scannée que les pixels qui sont au cœur de votre point de rencontre entre une longitude et une latitude, il est tellement clair que c'est vraiment facile. Ça peut être des chances, mais là, on n'a pas cette chance-là. Donc, je répète l'opération. Et à partir du troisième point que je vais entrer, je me rends compte que les valeurs que je m'apprête à entrer ressemblent déjà un peu trop aux bonnes valeurs. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais tant que ce n'est pas à la virgule près la valeur que moi je vais entrer, je n'accepte pas ces valeurs-là. Par exemple, je m'apprête à entrer 11 degrés pour 2. Vous allez me dire que 11,002316, c'est pratiquement 11 degrés, donc on peut laisser avec
les fractions décimales qu'on voit, c'est-à-dire les 002316 et plus bas 005174. Non, je regrette, je refuse de laisser ces fractions, ces valeurs, ces parties décimales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement ce que je veux comme valeur. Et je rappelle encore que 1 degré, c'est 111,111111 à l'infini kilomètres. Alors imaginez, si je convertis les 0,002316 par exemple en mètres, vous voyez un peu ce que ça va me faire. Ça va me faire des résiduels qui qui impactent sur la précision de ma coordonnée. C'est-à-dire que si je multiplie 0,002316 par 1000 pour avoir peut-être ma valeur en mètres, ça me fait une marge d'erreur, mine de rien, de 2,316 mètres. 2,316 mètres de marge d'erreur. Donc, pour éviter ces marges d'erreur un peu inutiles, vraiment, je vais effacer ce surplus et mettre strictement ma valeur. Je dis bien strictement ma valeur. Donc, là, je peux cliquer sur OK. C'est vrai que là, je ne suis pas passé à chaque fois à View Link Table, mais vous devez, n'oubliez pas, vous devez à chaque fois que vous voulez passer au prochain point, aller toujours dans View Link Table. Contrôler que les valeurs que vous entrez sont effectivement ce que vous reconnaissez. Donc, je sais qu'en 2, par exemple, j'avais entré 11 et 3. Et le troisième amer que je viens d'entrer, c'est 11 pour 2. Donc, je peux passer donc au dernier point. Parce que je rappelle que pour une simple carte comme celle-ci, on n'aura besoin que de maximum 4 points. Et minimum, autant pour moi, 4 points. Donc, sur celui-ci, j'ai envie de penser que la coïncidence va être là. Je répète l'opération. Ça va me faire, certes, c'est 9,66, mais il me met 9 après 66. Or, c'est 6 à l'infini. Et là-bas, je peux vous conseiller d'aller à minimum 5 chiffres après la virgule. Je dis bien minimum. Parce qu'il faut tenir compte qu'après, si je vais essayer de faire des conversions dans mon esprit pour évaluer la marge d'erreur en mètres, je vais multiplier par 1000. Et puis même par 1000, j'aurai peut-être besoin d'avoir des petits résiduels, même de 2 chiffres après la virgule, par exemple. Donc, minimum 5 chiffres après la virgule, ça peut être intéressant en termes de précision. Donc, moi, je vais, par exemple, prendre même 6 chiffres après la virgule, juste pour le plaisir. Et là, 2,000, on sait que c'est 2. Donc, là, je valide. Et je viens d'achever mon géoréférencement. Du moins, c'est la première étape de mon géoréférencement. Et à ce niveau, je me rends compte que j'ai tous mes amers qui sont placés. Mais tous mes amers, que ce soit le numéro 4 que je viens de mettre, que ce soit même le numéro 1 sur qui je pars zoomer, tous mes amers ont ceci de particulier que ils m'ont marqué un point vert qui correspond à ce que moi j'ai mis comme position de mon amer et une croix rouge qui correspond à là où le logiciel estime par rapport à tous ces calculs et ces marges d'erreur que j'aurais dû placer le point. Et la ligne bleue entre les deux, c'est juste pour me montrer que cet amer s'y va avec ce que lui il estime. Donc c'est juste pour relier la croix verte et la croix rouge. Donc je ne m'inquiète pas pour ça. Si je suis sûr de mes positions, je ne vais pas en tenir compte. Mais si je ne suis pas sûr de mes positions, je peux voir dans quelle mesure reprendre le géoréférencement. Mais avant de le faire encore, je dois repartir dans View Link Table pour étudier les marges d'erreur. Et quand je regarde mes marges d'erreur, je me rends compte que j'ai des marges d'erreur en X, c'est le résidual X, c'est-à-dire pour chaque point, j'ai une marge d'erreur en X, résidual X, en Y, résidual Y, et j'ai une marge d'erreur totale sur l'ensemble de la position de mon point. Ce sera ainsi pour tous les 4 amers. Et au niveau de la fenêtre un peu plus haut, j'ai le total MRS, RMS Error, qui me donne la marge d'erreur, l'erreur sur l'ensemble des 4 points. Donc, dans tous les cas, je dois m'arranger à ce que j'ai des valeurs le plus petit possible par rapport à 1. Je dois tout faire pour m'éloigner de 1 parce que, faut pas oublier, j'ai choisi la grille de coordonnées qui était en degrés,
en tout cas tout ce qui est degrés, minutes, secondes ou degrés décimaux, ça veut dire que même mes marges d'erreur sont en degrés. Et si mes marges d'erreur sont en degrés, ça veut dire que si j'ai par exemple une marge d'erreur de 1 degré, ça veut dire que j'ai fait une erreur de 111,11111 km, ce qui est énorme comme marge d'erreur. Or, plus j'ai des valeurs le plus loin possible de 1, mieux c'est. Je vais prendre un exemple particulier. Si je prends l'erreur résiduelle, par exemple, hein, en x du tout premier point, il me dit que la marge d'erreur, c'est 61 202 et je crois qu'on est à 10 puissance, on est pratiquement à 10 puissance 4. Donc 10 puissance 4, donc si je prends cette valeur et que je la multiplie par 1000 par exemple, ça veut dire que à ce stade, j'ai fait une marge d'erreur de 0,61 mètres ou bien 0,6 mètres, disons même comme ça. Donc, si j'ai une marge d'erreur de 0,6 mètres, c'est bon. Donc, voilà comment est-ce qu'on apprécie notre géoréférencement. Si je vois donc que j'ai des marges d'erreur élevées, je pourrais, à partir de cet espace du View Link Table, de cette fenêtre, cibler quels sont les points à reprendre pour affiner mon géoréférencement. Alors, ceci étant dit, je peux aisément passer à la deuxième étape de mon géoréférencement qui consistera à rééchantillonner toutes les coordonnées de ma carte. Excusez-moi, j'ai mis 2R. Toutes les coordonnées de ma carte à partir seulement des 4 amers que nous avons introduits. Et pour ce faire, je vais tout simplement repartir dans la barre d'outils de géoreferencing. Je vais cliquer sur le bouton géoreferencing encore et dans géoreferencing, je vais cliquer sur Rectify. Et lorsque je clique sur Rectify, j'ai une fenêtre qui apparaît. Cette fenêtre va me permettre de faire un certain nombre de manips. La première des choses qu'on me propose, c'est de choisir la méthode de rééchantillonnage de mes coordonnées pour que toutes mes coordonnées soient le plus juste possible sur l'ensemble de ma carte. Parce qu'il ne faut pas oublier, ma carte a des milliards de points que j'aurais pu choisir pour introduire mes amers. Mais alors, il y avait des milliards de possibilités, je dirais même une infinité. Mais de tous ces milliards de points, j'ai choisi seulement 4 positions particulières pour mettre mes amers. Et il faudrait donc que le reste des milliards de points-là soit cohérent et de qualité par rapport à ces 4. C'est ça qu'on fait dans cette étape-ci. Donc, la méthode de rééchantillonnage, j'ai le choix entre le nearest neighbor, c'est-à-dire le plus proche voisin, le bilinear interpolation, le cubic convolution. On ne va pas les expliquer, mais pour une simple carte comme celle-ci, on va choisir la plus simple et la plus légère qui ne va pas nécessiter d'énormes ressources de la machine et qui va me générer un résultat aussi bien, qui ne va pas non plus peser en termes d'espace mémoire. Donc, on va laisser le nearest neighbor pour le cadre de secours. Maintenant, dans le output location, il faut être très attentif à ce niveau. Le output location ici, on me demande d'aller sélectionner le dossier de travail sans l'ouvrir. Donc, je dis bien sans l'ouvrir, sélectionner sans ouvrir. Donc, si je me rends compte que mon dossier de travail ici est celui que j'utilise, tant mieux, je vais passer à la prochaine étape. Mais si ce n'est pas le cas, comme je le vois ici, je vais devoir aller le changer. Et souvenez-vous, le dossier de travail dans lequel je travaille, en tout cas chez moi, vous pouvez le nommer chez vous comme vous voulez, mais chez moi, il s'appelle tutoriel. Donc, je vais, comme je me rends compte que ce n'est pas mon dossier de travail ici, je vais aller cliquer donc, sur la petite icône jaune de côté. Et de là, je vais naviguer jusqu'à mon dossier, pour moi, de travail. Et dans D, tutoriel. Voilà, le voici. J'entre dedans. Non, je ne dois pas entrer dedans. Je dois tout simplement le sélectionner comme ceci. Et je clique sur Add. Et vous voyez, au niveau de Output Location, ça s'est validé. Maintenant, au niveau de Name,
Je vais saluer ici Monsieur Etuna qui m'a formé il y a plus de 10 ans. Et il nous a toujours imposé, et avec raison, de toujours mettre plutôt le mot rectif à partir de cette étape. C'est très important. Pourquoi? Parce que l'expérience a montré que lorsque on est déjà des professionnels un peu comme moi, et on a des travaux vraiment rapides à devoir exécuter dans des délais souvent très 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 courts, parfois, pour l'étape qui va suivre, c'est-à-dire lorsqu'on va vouloir attaquer la troisième étape, parfois parce que on n'a pas mis un nom très distinctif de celui du fichier brut, on se retrouve parfois à appliquer la troisième étape du géoréférencement sur l'image brute, c'est-à-dire sur le raster brut encore, qui n'a pas subi toutes les étapes qu'on vient de faire. Et du coup, on se retrouve encore à la fin avec un truc qui n'a pas de cohérence du tout, avec une carte qui a des références spatiales, mais sur la planète Mars. Ça n'a aucun sens. Ou bien sur la Lune, ou bien sur Saturne, ou sur Pluton, j'en sais rien. Mais en fait, c'est pas cohérent. Donc, et dans cette précipitation, pour ne pas confondre le fichier brut avec le fichier qu'on vient, qui a quand même déjà subi certains pré-traitements ou bien certaines étapes du géoréférencement, il nous a toujours conseillé de rajouter le mot rectif devant. Sachant que ArcGIS, à cette étape, lui, il a tendance parfois à proposer des noms au résultat final qui va être généré. Parce que là, cette étape va nous générer une nouvelle image qui n'a plus rien à voir avec l'image de départ. Et ArcGIS, il a la gentillesse de souvent nous proposer des noms à défaut. À cette étape, pour nous proposer des noms à défaut, soi-disant distincts de l'image brute, il m'a juste rajouté le 1 que vous voyez à la fin là. Mais ce 1 là, dans la présentation, je dis encore, parfois on est tellement pressé qu'on ne lit pas tout le nom du fichier, on clique rapidement pour la troisième étape et puis la catastrophe arrive. Donc si ça arrive, vraiment, on ne doit pas, pour éviter que ça arrive, on doit s'arranger à mettre le nom, le mot rectif devant. Et cette méthode, je la recommande vraiment à tous ceux qui apprennent. Donc, j'ai mis rectif devant et j'ai effacé le 1 de la fin. Donc, au niveau du format, vous pouvez laisser le TIFF, il n'y a pas de souci. Au niveau de compression type, ne modifiez rien du tout. Au niveau de no data as, ne modifiez rien du tout. Au niveau de cell size également, ne modifiez rien du tout. Et pour la suite, vous pouvez juste cliquer sur Save. Dès qu'on clique sur Save, on constate que ça charge un peu plus bas. Dès que ça va finir de charger, le résultat va se générer dans mon dossier et je n'aurai plus qu'à ouvrir ce résultat-là directement sans repartir d'une page vierge comme dans le cas de si on avait utilisé l'autre méthode de géoréférencement. Donc, le résultat s'est généré. Je peux aller dans mon dossier de travail. Excusez-moi, j'ai oublié que j'ai pas encore vu cette partie avec vous. Donc, on va ouvrir plutôt notre résultat depuis Adata là-bas en haut. Je clique sur mon raster rectif. Je l'ouvre. Je peux, à cette étape, complètement fermer, enlever l'image brute qui va donc disparaître avec les différents amercis. Donc, tout comme si j'ai peur de bousculer un peu, de me bousculer un peu, je peux, avant d'aller ouvrir mon fichier rectif, tout simplement fermer l'image brute en faisant un clic droit, puis en allant cliquer sur Remove. Ça va faire disparaître l'image brute avant donc d'aller sélectionner rectif, que voici. Et là, lorsque je balade mon curseur partout, vous remarquerez qu'au niveau des coordonnées qui sont ici en bas, j'ai des valeurs cohérentes qui correspondent à l'intervalle de coordonnées dans lequel se trouve ma carte de Kribi. Et je peux même m'amuser, par exemple, à aller placer mon curseur un peu pratiquement là où j'étais. Vous voyez que ça me donne au bas de l'écran 9,66 degrés décimaux pour 3 degrés décimaux. Là j'ai placé mon curseur là. Et c'est effectivement à ça que correspond ce qu'on voit écrit sur la carte. Donc là, je suis sûr que j'ai bien fait mon géoréférencement. Je peux également vérifier mon géoréférencement en allant faire un clic droit
sur l'image référencée, puis en accédant à ses propriétés en cliquant sur Properties, ou alors en double-cliquant sur le raster en question pour accéder à ses propriétés. Et une fois que je serai dans ses propriétés, je vais aller sous l'onglet Source. Dans l'onglet Source, je vais tout simplement défiler un peu, me balader jusqu'à ce que je vois Spatial Reference. Dans Spatial Reference, vous voyez ici, il me rappelle les références spatiales que j'ai choisies tout à l'heure. Il me donne même les SOID, il me précise que c'est le Geographic Coordinate System qu'il a abrégé par, CGS, etc. Donc, cet espace me montre qu'il y a bel et bien des références spatiales sur mon raster. Donc, ainsi s'achèvent les deux premières étapes du géoréférencement. Il me reste donc la troisième étape du géoréférencement à aller implémenter. Cependant, souvenez-vous, nous avons choisi une méthode dans laquelle, plutôt que de commencer par ouvrir le raster pour faire le géoréférencement, nous on a choisi de commencer par cette autre méthode qui consiste à attribuer des références spatiales au frame. L'avantage de cette méthode d'attribuer des références spatiales au frame dès le départ, avant même d'ouvrir le raster, a pour avantage aussi, un avantage caché aussi, que elle nous dispense de la dernière étape du géoréférencement qui consiste à attribuer des références spatiales au raster lui-même et non plus au frame, mais au raster lui-même, puisque nous sommes en train de géoréférencer un raster et non pas de géoréférencer un frame. Donc, l'avantage d'attribuer des références spatiales dès le départ au frame a pour conséquence que ces mêmes références spatiales que j'ai données au frame vont aller s'inclure de force dans le raster que je vais géoréférencer. C'est pour ça que tout à l'heure, au niveau de source, lorsqu'on est entré dans les propriétés du raster, on allait à l'onglet source et on a défilé jusqu'à la rubrique spatial référence. C'est pour ça que là-bas, on a trouvé déjà qu'il avait des références spatiales qui étaient gravées dans son, on va dire, dans son ADN. C'est tout simplement à cause des références spatiales du frame. Donc, en temps normal, à ce stade, on n'a même plus besoin d'aller à la troisième étape du géoréférencement. Mais, je vais quand même vous montrer où se trouvent les outils qui nous permettent d'implémenter la dernière étape qui consiste à attribuer des références spatiales au raster. Donc, ces outils se trouvent dans Arc Toolbox, qui est la boîte à outils de ArcMap. Vraiment, il garde presque tous les outils de ArcMap et je dirais même de ArcGIS Desktop. Donc, dans Arc Toolbox, je vais aller dans Data Management Tools, je déroule. Dans Data Management Tools, je vais aller à Projection and Transformations en double-cliquant dessus ou bien en cliquant une fois sur le plus qui est là. Quand c'est plus et que je clique une fois, ça devient moins pour dire que ça s'est déroulé. Donc, dans Projection and Transformations, je vais prendre Define Projection. Et dans Define Projection, j'ai une fenêtre qui apparaît lorsque je sélectionne cette fonction. Et on me demande de renseigner deux cases vides. La première case vide, c'est Input Dataset or Feature Class. C'est-à-dire, on me demande de mettre dans cette première case vide le raster à qui je vais attribuer pour de vrai des références spatiales. Ça veut dire, je vais dérouler et choisir le fichier rectif. Et au niveau de Coordinate System, on va me demander en fait d'aller cliquer ici à côté pour choisir les références spatiales que je vais attribuer à mon fichier rectif. Sauf que, vous avez vu, quand j'ai mis rectif tout à l'heure, il m'a tout de suite signalé que ce fichier rectif a déjà un système de coordonnées, c'est-à-dire des références spatiales, et il m'a affiché quelle est cette référence spatiale en question. Et ça, c'est dû au fait que le fait d'avoir mis des références spatiales au frame, ça a directement balancé ces mêmes références et ça les a gravées directement dans le raster sur lequel j'ai opéré les deux premières étapes du géoréférencement. Donc, vous voyez qu'ici, il me dit que c'est mort, il n'y a plus rien à faire, je n'ai plus à transférer du tout. Or, si j'étais passé par l'autre méthode que je ne présente pas ici, que je ne détaille pas ici dans cette vidéo, cette case allait être vide
au moment de choisir le rectif en question, cette case allait être vide. Et j'allais être obligé d'aller donc à l'intérieur ici, choisir les références faciales qui m'intéressent. Ok. Donc, cette première partie de ma vidéo s'achève. Le géoréférencement est OK. On peut maintenant passer à l'étape de vectorisation. Pour cela, je vous invite à aller regarder la deuxième vidéo qui suit, qui sera entièrement dédiée à la vectorisation, puis à aller regarder également la troisième vidéo qui sera dédiée à la mise en page. N'oubliez pas de liker chacune de nos vidéos et à les partager.